Salut les pépettes. Ben voilà, premier volet, on va dire, de cette formation, enfin de cette formation. Je suis pas prof non plus, mais de cette petite session, série de vidéos ou série en vidéo même, hein, donc inspirée de Permaculture, donc le livre de Julie Bernier. Donc inspiré, c'est surtout le sommaire, hein, parce que ouais, il y a pas mal de choses super intéressantes qui sont dans ce bouquin qui est bien foutu. Mais en fait, ce que je vais faire là dans les minutes qui suivent et puis dans les prochaines vidéos, c'est vous retransmettre un peu ça. Hop, marque-page. Ça et ça, hein, c'est les premières vraies bibles, on va dire, sur la permaculture qui sont sorties, hein. Bill Mollison pour ce qui est Permaculture 2, et Bill Mollison et David Holmgren pour le premier volume. Ça, plus, on va dire un peu plus de 40 ans d'expérience du vivant, donc avec les erreurs, les évolutions, les leçons tirées, on va dire, de ces erreurs. Et voilà, on va je suis tout seul, hein, enfin, je suis peut-être plusieurs dans ma tête. Donc on va développer tout ça sur la première partie qui est en gros les différentes formes de culture, hein. J'ai appelé ça dans le sommaire culture conventionnelle versus permaculture. En fait, on va voir un peu tout le panel de ce qui se fait et je vais vous étaler sous une forme de grosse digression, mais bien orientée sur ce sujet-là, qui est quelles sont les différentes formes de culture au niveau agriculture. Et puis dans la permaculture, je vais développer parce que c'est pas qu'une méthode de jardinage. Et en fait, on va voir, c'est pas du tout une méthode de jardinage en fait. C'est applicable à tout. Mais entre autres, il y a un principe qui dit il faut manger pour pouvoir avoir de l'énergie pour vivre. Permaculture, il y a un côté permanence. Donc, voilà, on développe ça tout de suite, juste après ce petit jingle. Alors, l'agriculture conventionnelle, elle est en mutation, hein. Elle change, elle bouge. Mais à la base, quand j'ai découvert le mot permaculture, puisque j'ai pas eu une scission directement de passer de laboureur à permaculteur, et c'est une évolution, hein, qui, comme je disais, il y a 40 ans d'expérience. Donc les 20 premières années, on va dire, de ma vie, je jardinais plus par, on va dire, contrainte, hein. C'était pour aider les parents au jardin. Et il n'y avait pas de production vivrière, c'était principalement de la rocaille, c'était principalement de la pelouse et des haies. Il y avait quand même des haies là où j'ai grandi, dans les bocages. Et ouais, c'était de l'entretien, et puis je voyais comment on labourait, et puis j'ai appris à bricoler un petit peu à droite à gauche, et dans le jardin, et dans le garage, et puis plus tard, j'ai eu mon petit jardin à moi, et puis je suis devenu papa, et j'ai commencé à faire de la production vivrière, de petite échelle. Et une fois que tu as goûté ta première tomate, c'est foutu, t'es dedans, quoi. Hein, Alors moi, j'y suis arrivé par la permaculture, dans la permaculture plutôt, enfin dans la production vivrière par nécessité. Hein, on a plusieurs angles d'approche. Julie Bernier, elle, c'est une sensibilité assez accrue, on va dire, sur les productions de déchets. Moi, j'ai eu une prise de conscience pendant mon adolescence que il fallait qu'il allait y avoir un méchant problème dans le futur, quoi, qu'il y avait des choses qui allaient pas bien, que c'est vite dans les villes, si tu n'as plus de camions pour alimenter tout ça, je sais pas comment ils vivent les gens, comment ils boivent, s'il n'y a plus d'électricité pour pomper l'eau des nappes phréatiques pour l'arrivée au robinet. Et je me suis dit, mais c'est trop interdépendant ces trucs-là dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut se prendre en main. Et je l'ai fait, comme je suis devenu papa assez tôt et que j'ai une éducation qui voulait que je sois responsable et que j'assume mes choix. C'est ce que j'ai fait, je suis devenu responsable un peu plus. Et un peu plus, je me suis pris en main, et un peu plus petit à petit, et j'ai appris à produire de l'autonomie. Hein, je ne suis pas encore à 100% autonome, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je tends vers l'autonomie, hein. Au début, j'avais besoin des parents pour me tenir les mains pour marcher. Puis petit à petit, et en fait, j'ai jamais arrêté.
Je me suis peut-être endormi un moment dans le système, mais enfin dans le système. Merci qu'il existe, hein. Je vais en venir dans la discussion pour parler de l'agriculture. Mais à cette époque-là, l'agriculture conventionnelle, c'était labour, pesticides, engrais chimiques, fongicides, enfin tout ce qui est phytosanitaire, on va dire, qui vient de la chimie, des gros tracteurs, de la monoculture, et puis l'érosion des sols, et puis de la boue dans les rivières, et puis plein de problèmes en fait qu'aujourd'hui on connaît, qu'à l'époque, dans les années 80-90, on entendait parler, mais voilà, c'est normal. Et en fait, l'agriculture conventionnelle a une base qui est très ancienne, qui est celle de la civilisation, hein, c'est l'agriculture, hein, on est passé de chasseurs-cueilleurs à éleveurs et jardiniers, on va dire, un gros agriculteurs tout simplement. Et puis, on a fait du labour, hein, ça s'est principalement fait il y a à peu près 10 000 ans dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui le croissant fertile en Mésopotamie, hein, donc entre le Tibre et l'Euphrate. Donc c'est là où aujourd'hui on retrouve la Syrie, l'Irak, enfin, vous voyez le coin un peu, hein. Et les jardins de Babylone, les jardins suspendus, une des 7 merveilles du monde disparues, du monde antique. Et en fait, si on regarde aujourd'hui, le labour, a priori, agriculture intensive, parce que c'est ça en fait, hein, l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture intensive aujourd'hui. Elle a eu pour effet, qu'on a rasé les forêts pour avoir de la place pour avoir des champs, et puis en fait, ça a eu pour effet, entre autres, les forêts, par évapotranspiration, hein, elles pompent l'eau dans le sol, et puis elles transpirent par les feuilles, et elles créent une dépression dans le sol. Et le tapis de racines dans une forêt fait une telle dépression dans le sol que ça fait remonter les nappes phréatiques. Et quand tu enlèves ça, la pression revient dans le sol et les nappes phréatiques redescendent. Les aquifères en règle générale, hein, je dis les nappes phréatiques, c'est un mot un peu plus connu. Et ça a créé un petit peu des sécheresses locales et de la désertification, plus le labour qui enlève les racines, la structure de la terre, etc., qui détruit le vivant dans le sol. Ça, plus le réchauffement climatique, quand même, faut pas le négliger, a créé une désertification, d'abord dans le croissant fertile, puis en fait le croissant fertile s'est fait un petit peu coloniser, c'est pas vraiment le mot, mais envahir par l'Empire grec, qui a envoyé un petit peu, qui a pompé un peu les cultures de différents milieux, et puis qui les a répandues, en gros ce qui les arrangeait le plus, quoi. Et puis ensuite l'Empire romain, et en fait c'est toute la Méditerranée aujourd'hui qui est en désertification. Corrélation ou causalité, je suis un petit peu à cheval entre les deux. Donc corrélation, c'est deux trucs qui arrivent en même temps mais sans aucun rapport, ou peut-être. Causalité, il y a un rapport commun, hein. Il y a une cause et un effet. Une corrélation peut avoir deux trucs qui arrivent en même temps pour une même cause commune, ou pas du tout. C'est des fois, je pense à mon cousin, paf, le cousin il appelle. En fait, il n'y a pas de cause commune. Il appelle assez souvent, je pense assez souvent à lui, et puis il y a ces deux causes qui font que, tiens, c'est marrant, c'est une corrélation. Voilà. Et je ne sais pas aujourd'hui, hein, j'ai mes croyances, je pense qu'il y a une certaine forme de causalité, mais pas aussi directe que ce que je viens d'énoncer, hein. C'est des raccourcis, je pense. Parce que j'ai parlé du réchauffement climatique, et le réchauffement climatique est intimement lié quand même avec notre mode de vie. Donc notre mode de vie qui consiste à consommer, à consommer, à consommer, aussi bien de la nourriture que tout le reste sur la Terre. Hein, c'est ce qu'on appelle une économie linéaire. Voilà, je prends dans la nature, je consomme et je jette. Quand c'est des trucs totalement naturels, quand à l'époque on était chasseurs-cueilleurs, je trouve une pomme, je la cueille, paf, je la jette. Pas de mal à ça, ça fait des pépins, ça va se faire manger par d'autres bestioles, les pépins vont se retrouver, faire pousser d'autres arbres, les bestioles vont enrichir le sol, etc., etc. Quand ça vient du pétrole, du plastique, du charbon, du gaz naturel, alors c'est une énergie, tout ça qui vient du soleil, hein, pétrole, gaz naturel et charbon. C'est le soleil qui a produit des plantes qui, a très 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 longtemps, hein, qui ont grandi, l'âge du carbonifère, hein, on a appelé ça. Et en fait, il y a eu tellement de plantes sur Terre qu'il y avait trop d'oxygène, et à la moindre étincelle, tout a brûlé, quoi. Donc plantes et insectes, hein, on ne peut pas encore vraiment parler d'animaux sur Terre. Et en mer, il y avait quand même une vie marine, donc plantes et animaux quand même aussi marines. Et ces plantes-là ont fait de la photosynthèse, elles ont fait de la biomasse, elles se sont retrouvées ensevelies sous terre, sous des sédimentations, etc. La tectonique des plaques a fait que ça a réchauffé, machin, ça a fait le charbon, ça a fait le pétrole, ça. Voilà.
aujourd'hui, on ressort ce carbone qui a été fixé par la photosynthèse, et ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, les gaz à effet de serre et compagnie. Réchauffement climatique, j'en parle souvent, mais c'est loin, 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 très loin d'être le plus grave des problèmes que la Terre ait aujourd'hui, hein. Il y a l'érosion des sols, j'en ai parlé un petit peu, il y a le cycle de l'eau qui sont perturbés, les cycles de l'azote qui sont perturbés, les cycles du carbone, on vient d'en parler, qui sont... Voilà. Et il y a la fuite de la biodiversité. Alors, c'est pas la fuite de la biodiversité, c'est tout simplement notre mode de vie qui détruit complètement l'habitat et les habitants, autres que les humains, ou tout ce qui nous sert à vivre et à manger. Donc, l'agriculture conventionnelle, c'est un petit peu de tout ça. Et puis, il y a eu un événement, quelques événements majeurs, on va dire, fin 19e et pendant le 20e siècle. Il y a eu, entre autres, une grande guerre, hein, fin 19e, et puis deux grandes, très très grandes guerres, hein, on les appelait les guerres mondiales, au 20e siècle. Et à la sortie de tout ça, en fait, on avait envoyé des soldats se faire tuer, mais ces soldats, on les a enlevés des campagnes, hein. C'était des agriculteurs pour beaucoup d'entre eux. Et on a perdu de l'ordre de autour de 85-95% des agriculteurs en sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il y avait encore beaucoup, 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 beaucoup de monde à nourrir. Aïe, ça pique. Il te reste entre 5 et 10%, entre 5 et 15% des gens pour fabriquer de la nourriture pour tout le reste. Comment qu'on fait? Bon, heureusement, entre guillemets, heureusement, les guerres, on a sorti de l'ingénierie, hein. La science a été détournée pour produire de la guerre. Et entre autres, dans la guerre, on a utilisé des gaz. Et il y a eu aussi la guerre du Vietnam. Donc il y a eu des gaz, des produits chimiques, des tanks, des véhicules lourds, des avions, enfin voilà, on a fait tout ça. Et en fin de guerre, on s'est dit merde, on se retrouve avec tout ça sur les bras et puis plein de gens à nourrir. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un petit moyen de combiner ça ensemble? Et en effet, pendant les développements des gaz, l'agent orange par exemple, chez les Américains au Vietnam, ils s'en servaient pour en gros désherber, hein, la jungle. Donc on s'est dit, bon, on va jouer sur les dosages et ça a donné le glyphosate, aussi connu sous le nom Roundup, Bayer Monsanto. Je vous fais pas de pub, je vous aime pas trop. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu aussi ces chambres à gaz, avec ce gaz qu'on appelle le Zyklon B, qui, en fait, on s'est rendu compte que faible dosage, ça pouvait être un bon engrais. Un dosage un petit peu au-dessus, ça pouvait être un bon insecticide. Sympa. Donc, on a commencé à combiner avec tout ça, avec ce qui restait des tanks, on a fait tout ce qui est véhicule à chenilles. Donc, des grues, des tractopelles, des machins, donc c'était nickel pour la déforestation, pour le remembrement. Je disais, j'habitais dans les bocages, tout le reste au moins de la France, à ma connaissance, mais il n'y a pas que, je pense. Là où il y avait des bocages avec des haies, on a tout rasé pour avoir des grands champs, pour mettre des grandes machines, des grosses machines, des gros tracteurs qui pouvaient faire le boulot de 100 ou 1000 hommes, quoi, hein. Ça compense un peu la perte de chair à canon, on l'a remplacé par un peu de mécanique. Et puis voilà, on a fait les avions, on a recyclé pour l'épandage, on avait des usines qui fabriquaient des barbelés pour les tranchées, qui ont servi plus tard, pour les démarquer les zones de guerre et compagnie. Pardon. Les barbelés ont remplacé les haies pour éviter que les bestioles elles aillent brouter dans les pâtures où on voulait faire du foin ou qu'elles aillent pour protéger les champs où on cultivait tout simplement de la nourriture. Et puis l'industrialisation, la mondialisation est arrivée, et grâce à ces guerres, et on a continué sur ce système-là. Jusqu'en 1972, où au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, donc à l'Institut technologique du Massachusetts, et, entre autres Monsieur Mido et sa femme et une équipe de scientifiques qui ont fait un algorithme, on va dire, qui simulait un peu la planète, la Terre, le système Terre, hein, ça s'appelle. Et ils se sont dit, si on continue comme ça, on va essayer plusieurs scénarios différents, et puis on va voir un peu ce que ça peut donner au niveau des ressources minérales, hein, des trucs qui ne se renouvellent pas, tout court, hein, tout ce qui est minéral, ça a été fabriqué dans le cœur des étoiles, donc ça se renouvelle à l'échelle de milliards d'années, donc plus vieux que la Terre. Tout ce qui est non renouvelable, mais biologique, organique, donc tout ce qui est pétrole, charbon, etc., d'origine organique. Et après, ce qui est renouvelable, comme le bois et tout ça. Et puis on s'est rendu compte sur les différents scénarios que soit on allait vers un effondrement, soit on allait vers un équilibre, soit on allait vers un scénario qui pouvait nous permettre encore de nous développer en nombre.
Et en 1972, il y a eu une réunion qui s'appelle le Club de Rome. Donc, ce rapport était destiné pour ces gens-là, hein, les grands décideurs de l'époque. Et ils ont choisi le scénario Business as usual, ce qui se traduirait en français par on fait comme on a toujours fait jusqu'à aujourd'hui et on verra. Donc aujourd'hui, donc 1972-2023, il y a quelques 60 ans passés qui ont coulé, et aujourd'hui, on voit. C'est pas joyeux. Alors, notre mode de vie continue, hein. L'agriculture a évolué. Aujourd'hui, on met moins de produits chimiques parce que déjà, il y a des lois qui sont sorties. Bon, il y a des nouveaux produits chimiques qui sont sortis pour s'adapter, hein, les néonicotinoïdes, les trucs comme ça. Mais on met des engrais verts, par exemple. De plus en plus, même dans l'agriculture conventionnelle, on voit qu'on met des engrais verts. Une bonne idée. À ceci près qu'on a peut-être oublié en imposant plus ou moins ça aux agriculteurs, on a un petit peu oublié de leur expliquer comment ça marchait si on voulait s'en servir intelligemment, je crois. Et du coup, ils font avec les moyens du bord, c'est ils plantent les engrais verts. Et au moment un petit peu avant de faire leur semis de nouvelles plantes ou d'implantation, un bon coup de labour. Et en fait, on perd la moitié, voire les trois quarts des bénéfices de ces engrais verts. Et c'est des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. C'est pas un monde simple, c'est pas une vie souhaitable aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs vont partir en retraite et n'ont personne pour les remplacer. Pour ceux qui n'ont pas cette chance de partir en retraite, parce que des fois faut relativiser que la retraite c'est des baisses de revenus aussi. Et alors mes données sont pas à jour, hein, ça fait quelques années que j'ai pas été prendre ce genre d'infos là, mais c'est des infos que j'aime pas aller chercher, c'est pour ça. Mais il y a quelques années encore en arrière, on parlait d'un suicide dans le milieu agricole tous les 2 jours en France. Soit en avalant des produits chimiques, soit en se pendant. Enfin voilà, je suis pas psychologue, je fais rien du tout, hein, mais j'interprète ça quand tu avales un produit chimique, c'est que quelque part tu en veux à l'usine chimique qui t'a mis cette chaîne à ton cou, il faut payer, hein. Il y a les banques, c'est pareil, les normes évoluent, donc il faut faire évoluer les bâtiments, si tu fais des bêtes, etc. Tu as des normes extrêmement drastiques à suivre, et des fois tu te sens un peu pris à la gorge. Moi, c'est comme ça que j'interprète la corde au cou. Et ouais, c'est pas un monde génial, hein. Les gens sont traités de cutéreux, les enfants à l'école se font chahuter quand tu étais agriculteur. Aujourd'hui, peut-être un peu plus de bienveillance. Pas convaincu. Il y a peut-être un petit peu plus de bienveillance en face à face, mais bon, après, si on voit un peu ce qu'il y a sur les réseaux, il y a cette espèce d'opposition entre nature et culture qui fait que ça s'incorpore pas bien dans le système dans lequel on est. Ça, on va dire, c'est la partie développement de l'agriculture conventionnelle. Et entre-temps, on a vu voir germer un petit mouvement dans les années 60-70, hein, mouvement hippie, qui a été rattrapé par le système, par un label qui s'appelle aujourd'hui le bio. Alors, bio, c'est tout de suite devenu un truc de bourgeois, hein. Aujourd'hui, on dit de bobo, parce que ça coûte plus cher. Ah oui, on met moins de produits, mais pas de produits en fait. C'est que des produits naturels ou des trucs comme ça, un peu des recettes de grand-mère à l'ancienne. On y va à tâtons parce que c'est un truc tout nouveau et ça produit un peu beaucoup moins bien en fait que le conventionnel. Donc l'agriculteur sur la même surface, s'il veut vivre, il est obligé de vendre plus cher déjà. Et puis le réseau de distribution et tout ça derrière qui essaye d'entretenir ce label bio se sert au passage, tout simplement. Et quand tu mets 1 € et que tu prends 10% pour transporter un truc qui coûte 1 €, ça te fait 10 centimes en plus au prix d'arrivée. Quand tu vends 2 €, ça fait 1 centime de plus à l'arrivée. Donc c'est un petit peu encore plus cher, on va dire. Et dans le bio, il y a eu différents mouvements, hein. Je disais, ça vient du mouvement hippie, donc un petit peu d'ésotérisme, un petit peu l'école Steiner Enfin Steiner, la biodynamie qui est venue rentrer un petit peu là-dedans. Et ouais, avec un label biodynamique que tu payes à une boîte qui s'appelle Déméter. Pour info, ceux qui n'ont pas eu accès à cette culture-là, Déméter, c'est une déesse à la base, hein. C'est la déesse de la fécondité, de la fertilité, en Grèce, si ma mémoire est bonne. Et ouais, tu vois, toujours un petit peu un esprit religieux derrière ça. Et oui, en effet, tu cultives avec la lune. Alors déjà, c'est bio, donc bon pour la terre, hein. La définition de bio, c'est pas bon pour le consommateur, c'est bon pour la terre. Donc en effet, si tu veux pas mettre de pesticides dans tes champs, mais que tu veux pas perdre ta récolte, les pesticides, tu vas les mettre dans les silos, là où c'est pas rincé par la pluie. Donc ça se retrouve dans le produit final.
Un petit peu moins, de moins en moins souvent, mais j'en ai croisé dans ma carrière en agro-industrie, où ouais, quand j'étais en test de labo qualité dans différents moulins, par exemple. Ouais, bio, c'est bon pour la terre. Et dans la biodynamie, ouais, ça entretient. Donc, je parlais des écoles Steiner qui sont un petit peu dans le collimateur de la Mivilude, hein, qui est là pour lutter contre les dérives sectaires. Et bah, tout ce qui tourne autour de Monsieur Steiner, en fait, c'est un petit peu bizarre. Là, ils ont une banque qui se sont dit vite, vite, vite. Tout ce qui concerne Steiner, parce que c'est l'école Steiner uniquement qui est dans le collimateur, pas tout le reste qui gravite autour, pas encore. Et bah, les banques, il y a eu des documents qui ont été retrouvés officiels. Alors, je n'ai plus les sources. Excusez-moi, je ne suis pas du genre à partager les sources, je partage des points de vue. Une lecture du monde qui est la mienne, avec 43 ans aujourd'hui passé, de filtre à moi, perso, mais dans une optique d'évolution, d'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire faire toutes les erreurs possibles une fois, et en tirer les leçons et ne pas les reproduire, ou pas dans les mêmes conditions. Idéalement, ne pas les reproduire. Et retenir la leçon du premier coup, c'est mieux. C'est mieux, c'est pas systématique. Je suis humain. Mais ouais, il y a cette fameuse banque qui a dit, bah, qui alimente tout le reste du réseau, en fait, Steiner, enfin, biodynamie, Déméter et compagnie, j'en passais des meilleurs. Je connais pas tout ce petit monde-là à fond, même que j'en ai pas mal passé de temps à étudier, à surveiller ces gens-là. Et ouais, ça sent pas bon, quoi, cette vision-là. Et dans l'agriculture conventionnelle, qui peut être bio ou pas bio, il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais si juste on enlevait un truc qui est pas bon, mais au lieu d'enlever les produits chimiques, si on enlevait le labour, et si on essaie de servir un peu de la vie du sol. Parce que, en fait, un sol, si tu le laisses tranquille, tu pars d'un champ qui a été mis à nu, hein, ben, si tu ne fais rien, naturellement, il y a les graines qui sont présentes dans la terre depuis des fois depuis quelques mois, des fois depuis quelques ans, des fois depuis quelques dizaines ou voire un peu plus, dizaines d'années, qui naturellement, spontanément vont ressortir, hein. C'est ce qu'on appelle les adventices ou les plantes bio-indicatrices. Tu leur donnes le nom que tu veux, les mauvaises herbes. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est pas comme ça que j'aime qu'on les appelle, mais des fois j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête non plus. Par habitude, hein, tout simplement, parce que j'ai commencé, je disais, en conventionnel, donc c'est ancré dans ma culture. Mais ces plantes-là vont grandir. C'est plutôt des plantes herbacées, hein, niveau pelouse, niveau graminées. Voilà, c'est des trucs à ras de sol. La première année, ça va être ça. La deuxième année, ça va être des herbes un peu plus hautes. La troisième année, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle des plantes ligneuses, donc de la ronce, enfin voilà, un peu plus. Ligneux, c'est presque du bois, enfin c'est du bois. Ça commence à devenir du bois, et en fait, si tu laisses 10 ans ton terrain sans rien faire du tout, tu as une petite forêt qui a déjà commencé à pousser, avec des petits chênes spontanés, des petits hêtres, des petits frênes, des petits bouleaux, enfin, ce qu'on appelle des arbres de forêt primaire, qui vont être là pour préparer le terrain pour la forêt secondaire qui arrivera 10, 20 ou 50 ans plus tard. Donc, sans rien faire, que de prendre du temps, la nature te crée un volume de biomasse. T'as pas besoin d'arroser, t'as pas besoin de produits, t'as pas besoin de rien. Donc les mecs ils se sont dit, ça vient peut-être pas de l'agriculture, ça vient peut-être d'autre chose. Et en fait, on a étudié le sol de la forêt et le sol d'un champ labouré, et on s'est dit, ouh, il y a une différence violente entre le nombre d'habitants, encore une fois vivants, hein, d'êtres vivants, dans le sol de la forêt et dans le sol du champ labouré. Ben, c'est vachement plus pauvre des côtés du champ labouré que à la pof, pour cadrer le truc. Tu vois que le sol de la forêt il est là, que le sol du champ labouré il est là, quoi. Physiquement, c'est-à-dire qu'il y a tout ça de matière organique, vivante et inerte, qui habite dans ce sol, qui est plus aéré par les galeries des vers de terre, des rongeurs et tout ce que tu veux. Donc le niveau du sol, si tu le tassais, celui de la forêt il serait là par rapport au niveau du champ. Mais comme il n'est pas tassé, il est au-dessus, beaucoup. Il serait quand même un petit peu au-dessus, parce que la matière organique foutant le camp au fur et à mesure que tu laboures, les radiations UV du soleil enlèvent la matière organique du sol, chargée en carbone, l'oxyde, la brûle quelque part, et ça envoie du CO2 et du méthane dans l'air, enfin, surtout du CO2. Ouais, génial. Les pluies qui lessivent aussi tous les nutriments, hein, on va appeler ça les engrais, hein, pour les plus novices. Le lessivage, donc c'est quand il pleut, tu as la boue qui part avec tous tes nutriments, ça fait les fameuses rivières de boue que je te parlais au début. Ça atterrit au bout des fleuves et ça te fait une pollution d'algues vertes sur les côtes à la sortie des fleuves, et puis on se demande encore aujourd'hui pourquoi. Certains, Certains se posent encore des questions. A priori, la causalité, elle est là. A
priori. J'ai pas de lecture scientifique sur le domaine à proposer, encore une fois. Et quand j'ai compris un petit peu tout ce petit monde-là, je me suis dit déjà assez tôt, j'ai arrêté de labourer. Donc j'étais très très bon avec une bêche, hein. J'ai jamais participé à un concours de labour à la bêche, mais je pense que j'aurais été bien classé si j'avais fait ça. J'ai pas l'esprit de compétition. Donc je suis même pas sûr que de labour à la bêche, il y ait des concours. Je sais que ça c'est au niveau professionnel avec les machines, mais après, voilà. Et bah, assez tôt, je me suis assez rendu compte que bah, ouais, si je laissais mon sol à nu, bah, dès qu'il faisait du soleil, ça le séchait et que j'étais obligé d'arroser plus souvent. Donc assez rapidement, je me suis mis à imiter un peu le sol de la forêt. Le sol de la forêt, c'est couvert de feuilles principalement. Et bah, j'ai mis les feuilles que j'avais à ma disposition. Donc j'avais un tout petit jardin. Donc c'était feuilles, il y avait un pied de vigne qui poussait spontanément, qui était là quand je suis arrivé sur le terrain, au tout début. Et puis j'avais quelques graines de gazon que j'avais semées l'année où j'étais arrivé dans ma petite maison avec courette sur l'île, en 2000, 99-2000, dans ces eaux-là. Et puis bah, au fur et à mesure que je tondais, je relaissais l'herbe au sol, là où j'avais mes petites cultures, alors, quelques tomates, quelques tournesols. C'était vraiment c'était mignon. Comparé à ce que je fais aujourd'hui, c'était mignon. Mais c'était déjà un pas vers l'autonomie, c'était déjà engagé vers ça, quoi. Et plus tard, j'ai vécu en balcon, alors tout ce qui serait gestion de l'eau, au taquet, au taquet, au taquet, de l'humus, de l'humus, de l'humus, j'imitais la forêt, j'imitais le plus possible ce système forestier. Et bah, plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça ressemblait beaucoup à un truc qui était tout nouveau, un mot à la mode sur Internet, sur YouTube. J'ai découvert, bah, c'était mes périodes où j'étais passionné principalement de menuiserie. Je découvrais les techniques d'ouvrage en menuiserie. Et je passais beaucoup de temps sur YouTube. Et je suis tombé plus ou moins par hasard sur deux personnages. Damien Descartes, de la chaîne Permaculture Agrologie, etc. Et DJ Stalter, désolé si dit 67 aussi, si j'ai accroché le nom, qui est le potager du paresseux. Et d'autres uluberlus comme Danilo Essence, comme Baba Bière, comme bah, en fait beaucoup de chaînes qui parlaient plus ou moins de permaculture. Donc j'ai découvert ce mot-là à cette période-là. Et je me suis dit, mais c'est ce que tu fais, Max? À peu près, apparemment d'après les discours, il y a des trucs que j'avais pas encore intellectualisés, que je me suis enrichi de ça. Bon, après les uluberlus, principalement, ils ont des formations payantes à vendre, donc non, ça m'intéressait pas. Donc j'ai continué de les suivre de l'œil parce que bah, il y a un petit peu de l'échange de la formation, de l'information qui passait quand même dans leurs vidéos, entre deux ventes de formation. Et puis de la philosophie, beaucoup, hein. Et dans les philosophies, bah, il y avait à l'époque, j'étais encore un petit peu dans la biodynamie, je cultivais un petit peu avec la lune, etc. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que bah, dans des foires aux questions, je crois que c'est une foire aux questions de Daniel Descartes à l'époque, où on lui demandait s'il cultivait avec la lune, et il disait je n'ai pas le temps pour faire ça. Et je me suis rendu compte que oui, en fait, j'occupais beaucoup de temps et d'espace, alors que je travaillais en plus à côté. Pour m'enquiquiner, bah, en fait, si je voulais faire des semis, il fallait que je prenne toute la semaine, parce qu'il y avait des jours où on ne pouvait pas semer rien du tout, des jours où il fallait semer que des feuilles, donc des salades, des jours où il fallait semer que des fleurs, des jours où il fallait semer que des fruits, et des jours où il fallait semer que des racines. Et ouais, 5 jours, tu as occupé ta semaine, et puis bah, en fait, quand tu as beaucoup de plantes différentes à planter, bah, tu es obligé de t'y prendre sur plusieurs semaines. Et puis si les semis ne prennent pas, bah, il faut réattendre encore une semaine, 15 jours pour refaire des semis. Et en fait, tu vis ton nez pendant cette période-là, tout le temps dans ta maison, tu as de la terre, tu as du terreau, tu as des pots, tu as des graines qui sont sorties. Enfin, c'est le bordel. C'est le bordel, ça encombre. Et bah, Damien Descartes, en fait, il a dit qu'il avait fait un test. Que un jour fleur, un jour racine, il s'est dit, bah tiens, si je plantais un jour racine des tomates, elles seraient peut-être plus autonomes en eau. Il a testé. Si on plante un nœud lunaire pour comparer un peu, hein, expérience témoin avec et sans la Lune. Et en fait, bah, j'ai fait le même. Et j'ai fait les mêmes conclusions que lui. Aucune différence notable. Donc pourquoi s'embêter? Donc à partir de ce jour-là, bah, j'ai dit tel jour dans la semaine, je fais mes semis de tout. Je sors tout d'un coup. J'étale tout dans la maison partout, la terre, machin, tout ça pareil. Mais un jour dans la semaine. Et puis un jour dans la semaine, je replante tout une fois que ça a poussé, bah, semaine après semaine par rapport au lever des semis. Ce qui avait besoin d'être rempoté était rempoté, ce qui avait besoin d'être piqué était repiqué dans la terre directement. Et puis en avant gagnant, tu gagnes un temps de fou. Et puis bah, en fait, quand tu gagnes un temps de fou, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu t'ennuies. Donc quand tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lis.
tu lis. Tu lis, tu lis. J'en ai encore d'autres un petit peu accessibles. Tu lis, tu lis, tu lis. Mais alors avec un filtre. Hein, faut pas, ce sont pas des. Je crois que j'ai utilisé le mot Bible hein, pour parler de ces deux premiers tomes. C'est pas une lecture religieuse qu'il faut faire, hein, c'est une lecture avec filtre. Un filtre que moi j'aime bien appeler plusieurs noms en fait, hein. La zététique, la science du doute, l'esprit critique, ça j'aime bien. Parce que dans la science du doute, il y a des gens qui doutent tellement de tout qu'en fait qui sont dans le négationnisme. Donc même du langage, même du discours scientifique, ils en doutent. C'est bien, il faut avoir, pour avancer, il faut avoir une part de doute, une part de certitude, hein, le matin, c'est dans mes formations, du coaching qu'on m'a fait. Voilà, le matin, il faut que tu te réveilles avec tes certitudes et tes doutes. Tes certitudes, c'est sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. Et tes doutes, c'est sur quoi tu vas pouvoir travailler pour évoluer, pour avancer, pour s'améliorer. Et dans l'esprit critique, ouais, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux faire tes recherches toi-même. Tu lis un truc, une information qui t'a l'air judicieuse. Et c'est de voir tous les contre-arguments. S'il y en a un seul qui est recevable, c'est que la théorie, elle est fausse. Dans les contre-arguments. Il ne faut pas aller chercher tout ce qui va dans le sens de ta théorie. C'est pas ça l'esprit critique. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, ou le cherry picking, aller chercher que les informations qui vont dans ton sens pour te donner raison. C'est assez naturel de faire ça. Et c'est assez contre-naturel justement d'aller piocher dans les contre-idées reçues. Hein. On parle souvent du bon sens, et bien des fois dans le bon sens, il y a des choses bien, et puis des fois dans le bon sens, on se trompe. Donc c'est bien de s'appuyer sur des études de personnes qui ont essayé à grande échelle, sur des périodes prolongées avec différentes conditions. Enfin voilà, s'appuyer sur des études déjà réalisées quand ça existe. Et puis d'écouter un peu les discours des gens à droite à gauche. Et puis beaucoup de lectures de forums aussi à cette époque-là. Puis petit à petit, je me suis construit ma technique de jardinage. Et puis j'ai aussi construit ma vie et j'ai bougé, j'ai déménagé, j'ai vécu dans le nord, j'ai vécu un peu dans le sud du côté de Manosque, j'ai redéménagé encore dans le sud, toujours en région PACA du côté d'Avignon. Donc Manosque, Alpes de Haute-Provence, région montagneuse, Avignon plutôt au pied de la montagne dans la vallée. Et dans le nord, j'ai connu l'Avesnois, donc les bocages, et puis maintenant je suis dans le Hainaut, côté de Valenciennes, qui est une culture, voilà, je suis entouré de champs de monoculture entre les patates, le maïs, la betterave fourragère, plein de trucs comme ça tout autour de chez moi. Pas directement collé, hein, j'ai des voisins et un cimetière qui me sépare des champs. Mais ouais, je suis au milieu de ce milieu-là, et ben, tous les ans, je vois la boue plein les routes quand on sort des labours, des récoltes de pommes de terre. Enfin voilà, c'est de, un grand truc comme on fait depuis toujours. Et ça me plaît pas trop en fait de voir ça. J'ai l'impression de voir des cicatrices dans la terre quand je vois un champ labouré. J'ai l'impression, tu sais, quand tu t'es raflé une bonne superficie de la peau et que ça reste à vif là. Et ouais, je trouve pas ça bon. Ni pour la terre, ni pour les êtres vivants que nous sommes, hein, humains et non humains réunis. Parce que moi, je ne sépare pas la culture et la nature. Je pense que ça fait un tout. Et c'est un des principes en permaculture, hein. On ne rejette pas, on n'exclut pas, plutôt à incorporer, inclure dans son système. Les problèmes sont des solutions d'autres problèmes en général. Un problème de pollution, on a trop de pneus dans le monde. Il existe par exemple un moyen de réutiliser ces pneus autrement qu'en les brûlant pour faire de l'énergie. On peut les réutiliser pour faire de la brique. Alors, de la brique, du parpaing, des trucs gros comme un pneu. Tu remplis ça de terre, et puis tu les empiles les uns sur les autres. Et puis si tu fais ça dans un mur qui est face au sud et que tu t'enterres à moitié et que tu mets une baie vitrée devant tout ça, tu as une maison solaire passive qui s'appelle en français un géonef, en anglais un earthship. Ça, c'est un de mes objectifs dans ma vie, c'est de prendre un terrain vide, un petit peu en pente, idéalement même, pente face au sud, et de faire des terrasses de culture, donc un terrain vide labouré, hein, vraiment le truc à champ, quoi. Pas un arbre, pas une racine qui vient m'embêter pour mes constructions. Et d'y implanter moi-même, de faire mon design avec mes terrasses, etc. Retenir les terrasses par des techniques que j'ai appris quand je vivais dans le sud, de techniques de pierre sèche, de calade et tout ça pour faire des escaliers pour se balader dans le terrain et rajouter des arbres, des racines qui vont structurer tout ce truc-là et un sol couvert H24 de plantes. De moins en moins, alors la permaculture, on dit ouais, c'est des buts, c'est un sol paillé. C'est un sol couvert en fait. Et les buts, ça peut aider parce que, en effet, si tu as une surface qui est grande comme ça pour cultiver,
Bah, si tu mets une butte qui fait cette surface-là, plus cette surface-là qui vient refermer, ouais, tu gagnes une vingtaine de pourcents de surface. Bon, après, selon la butte que tu vas faire, ben, quand tu vas arroser en haut, l'eau elle va se retrouver au pied, donc tu vas pouvoir échelonner tes étages des plantes qui ont besoin de plus de terre drainée en haut et de plus d'humidité en bas, ou pas, ou mettre que des trucs qui drainent fort. Voilà. J'ai testé. Sur mon terrain, au début, c'était bien pratique parce que c'était un terrain qui était entretenu en conventionnel, hein, labour, j'imagine, au roto machin, là, au moteur. Et motoculteur, voilà, je cherchais le mot. Et bah, ouais, une bonne semelle de labour. La grelinette, je l'avais pas à l'époque, mais même un pic en métal tout seul, j'avais du mal à le rentrer. La bêche, c'était du boulot. En fait, j'avais de l'argile pour faire de la poterie. Top, quoi. Donc oui, j'ai fait un petit peu de début pour la première année, avoir un sol fertile où mettre des plantes. Puis d'année en année, j'ai mis des pommes de terre que j'ai fait sous paille, sous foin, et ça a meublé un petit peu le terrain. Donc l'année d'après, à ces endroits-là, je pouvais, en faisant la récolte, récupérer le terrain pour mettre d'autres choses. Et puis je ferai toutes mes planches au fur et à mesure avec les pommes de terre. Il m'arrive encore cette année de réouvrir des planches avec de la pomme de terre. Mais maintenant, c'est principalement dans de la terre meuble que je fais ça et j'ai des plus grosses patates, bizarrement. Donc dans une terre meuble vivante, non travaillée, ou très peu. Le seul travail que je fais, le plus gros travail que je fais aujourd'hui dans mes plantes, c'est d'arracher dans mon sol. Et des fois, quand j'arrache, les racines viennent avec et ouais, ça casse un petit peu le sol à cet endroit-là. Ça m'arrive encore de donner un petit coup de grelinette sur les vieilles planches ou pour réincorporer des fois un peu de fumure ou d'enrichissement, d'engrais naturel, de tonte, etc. dans mon sol. Mais quasiment plus aucun outil métallique ne rentre dans ma terre aujourd'hui, quoi. Quasiment. Il y a toujours ce petit mot, hein, il n'y a pas de dogme chez moi. Et ouais, aujourd'hui, bah, j'arrive à. Encore là, on est moitié du mois d'octobre. Bah, en fait, comme j'attaque les vidéos là-dessus, que ça me demande pas mal de boulot, de réécriture, de tournage, de retournage. Là, je fais un one-shot de 40 minutes. Avant, j'avais fait plusieurs petites vidéos entre l'intro, parler de la. Voilà, je regarde, j'auto-analyse, je fais quelques corrections, je montre, j'écoute les critiques et je corrige. Bon, bah, là, c'est la dernière correction en date. Je pense qu'il sera publié, celle-là. Voilà, les prochaines vidéos auront un peu plus de dynamisme. Il y aura un peu plus de terrain, je pense. Là, c'est vraiment la première leçon. C'est un peu une leçon d'introduction par rapport par rapport au programme qui va suivre. Pour bah, savoir en gros c'est quoi la permaculture, c'est ça. C'est une philosophie, une approche où je vais piocher un peu dans le bio, où je vais piocher un peu dans le conventionnel, où je vais piocher donc, dans le conventionnel plutôt tendance sur sol vivant quand même. Donc un petit peu sorti ça fait partie du conventionnel. Ils utilisent encore aujourd'hui des désherbants et des produits chimiques, mais ils en ont beaucoup moins besoin. Du fait de cultiver sur un sol vivant, ben, ils ont des auxiliaires tout simplement. Donc si tu mets trop de produits déjà pesticides, etc., ils en mettent plus, quasiment plus. Et ce qu'il faut en fait, c'est sur les engrais verts. Eux, ils labourent pas. Il y a plusieurs techniques. Il y a le rouleau fracas, qui est un truc qui est encore en cours de développement, d'amélioration, qui couche les engrais verts et qui va les hacher en même temps au fur et à mesure que ton truc il roule pour éviter que ça reparte. Donc ça va fatiguer assez fort la plante, il faut faire ça au bon moment quand elle est en floraison, etc., qu'elle n'a plus trop d'énergie dans ses réserves d'énergie dans ses racines. Et c'est assez contraignant, donc ben, c'est souvent il faut remettre un petit coup d'herbicide si tu veux. En fait, tu fais ton semis dans le vivant, tu couches le vivant, et puis ben, la graine remplace le nouveau vivant remplace l'ancien vivant, en fait, c'est ça le truc. Avoir toujours une culture vivrière, toujours continuellement de la photosynthèse qui va rapporter des sucs, des exudats dans le sol, qui va structurer avec des racines. Donc c'est pareil, on coupe ou on couche, on casse la tige à la racine reste dans la terre, donc elle va structurer. Et en fait, tu vois, même dans les terrains qui souffrent d'hydromorphie, hein, les terrains hydromorphes, c'est un terrain, quand il pleut, il y a une flaque d'eau, enfin il y a une flaque. Ben, dans les champs labourés, c'est une flaque de boue, dans un champ non labouré, c'est une flaque d'eau. Parce que en fait, la terre, elle va pas se mélanger dans l'eau parce qu'elle est retenue par les racines, entre autres. Il y a aussi la glomaline, les mucus des vers de terre et compagnie qui va coller un petit peu tout ça. Enfin, ça va donner une structure à ton sol. Donc, ça sera dans la vidéo où on va parler justement de structure de sol et de type de sol, hein. C'est dans le programme, je pense que j'attendrai pas les résultats des votes. Les votes qui ont tendance, alors en tant que citoyen, j'ai voté moi aussi. Euh, il y a quand même quelques petites tendances, on va dire, sur les graines.
faire ses semences soi-même. Alors ça, je pense que ce sera une des dernières vidéos qui sortira malheureusement, parce que bah, j'ai pas fait de captation sur toute la saison et bah, en fait des graines, j'en commence à en récolter dès que j'ai des plantes en terre qui sont montées à fleurs en fait. Donc dès aujourd'hui, je pourrais dire, hein, je pourrais commencer à tourner ça et bah, pendant un an, voir les différentes graines des différentes plantes, les différentes techniques et de récolte et de sauvegarde et de bah, germinaison en fait, hein. On va faire le cycle complet, on va dire, de la graine. Et je vais essayer aussi peut-être de faire, comme Damien Descartes, des plantes de A à Z. C'est de m'inspirer, hein. Encore une fois, je suis pas un gourou, je suis pas, c'est pas une religion, hein. Je m'inspire du sommaire de Julie Bernier parce que c'est un bouquin qui est bien structuré, comme ma terre. Elle dit des choses très intéressantes là-dedans et je vais m'en inspirer. Mais elle-même, elle s'est, je pense, inspirée de ces deux bouquins-là. Et puis, bah, elle s'est inspirée aussi de son filtre à elle. Et bah, je ne suis pas Julie Bernier. J'ai mon filtre à moi, j'ai mon mode de communication. Je n'écris pas de bouquin, je n'écris pas le texte que je vous délivre là. Il y a rien de préécrit, c'est réfléchi un petit peu, mais voilà, c'est orienté. Et bah, je vois qu'on est à 46 minutes 30 de rush. Ça fera peut-être un peu plus court sur la vidéo, je mettrai en accéléré, comme ça fait des vidéos un peu moins longues, un peu plus digestes. Et bah, sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la tête, respectez-vous, et à tantôt.